Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct sur Al24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Depuis plus d'un an maintenant, le Soudan est en proie à un abcès sécuritaire sans précédent pour le pays et dans la région. Depuis le 15 avril 2023, les forces armées du pays et les forces de soutien rapide s'affrontent autour de sites stratégiques du pays. Les plus grandes villes soudanaises sont piégées dans un conflit de haute intensité qui semble s'enliser sans fin. Une situation qui inquiète les observateurs, d'autant plus que la situation humanitaire dans le pays frôle la catastrophe, selon les humanitaires des agences onusiennes. Cela dit, bien que ce conflit soit interne, il prend des ampleurs géopolitiques et pour cause, les enjeux autour du Soudan sont nombreux. D'abord, les richesses du pays, au nord ou encore en gomme arabique, convoitées par les puissances. Et naturellement, sa géographie. L'onde de choc du conflit a traversé les frontières soudanaises vers ses voisins dans la région, avec notamment des millions de déplacés vers le Tchad ou encore l'Éthiopie, tentant de fuir les combats entre les deux forces belligérantes. L'onde de choc ne s'est pas contentée des voisins directs, puisque le Soudan est acteur majeur en mer Rouge. Madame, Monsieur, rebonsoir, vous l'aurez compris. Il s'agira pour nous ce soir de nous pencher sur l'évolution de la situation au Soudan, à la lumière du grand retour dans le jeu international des conflits de haute intensité. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné ce soir de Tawfiq El Hamel, que j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau. Tawfiq El Hamel, vous êtes chercheur en histoire militaire et études de défense. Bonsoir, Monsieur Tawfiq. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'aurai également le plaisir d'être accompagnée ce soir par Linda Larbaoui qui nous rejoint par Skype. Bonsoir Linda, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Bonsoir à vous, à toute votre équipe et bonsoir à toute l'Algérie, bien évidemment. Très bien, je rappelle que vous êtes analyste politique. J'entame ma question avec vous, mon émission avec vous, Monsieur Tawfiq El Hamel. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de comprendre ce qui se passe actuellement au Soudan, nous allons revenir à ce qui se passait au Soudan avant que le conflit entre les forces de soutien rapide et l'armée du pays éclate. Le Soudan était en pleine transition avec un mouvement social ou un mouvement militant qui a conduit à la chute de Omar el-Béchir et ensuite à une transition. Et dans la foulée, il y a eu la normalisation avec l'entité sioniste qui n'a pas contenté le peuple soudanais. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui expliquer cette situation? Qu'est-ce qui se passait au Soudan précisément entre 2019 et 2023? Alors, effectivement, les causes de ce conflit sont profondes et remontent très loin. La guerre de 2019, en fait, il s'agit de la 4e guerre civile que le Soudan a connue depuis son indépendance. La première, c'était en 1958. Ensuite, il y avait celle de 83 et celle de 2003. Et ça veut dire que globalement, il y avait plusieurs facteurs qui ont expliqué en tout cas cette violence. Mais quand vous dites guerre civile en 2019, est-ce qu'on peut tous être d'accord sur ces mots, guerre civile en 2019, ou est-ce qu'il était plus question d'une grande de la rue qui n'en pouvait plus des 30 ans de Omar el-Béchir? Alors, effectivement, il y avait une révolte qui a conduit justement au départ et qui a chassé Omar el-Béchir du pouvoir. En même temps, on a essayé de mettre en place des institutions justement pour garantir une transition démocratique. Et l'idée initiale, c'était de transférer le pouvoir, un pouvoir civil, en mettant en place un conseil de transition. Et à cette époque, il y avait deux responsables à la tête. Il y avait le président et le vice-président, c'était le Borhan qui était président et le général de Gaulle qui était le vice-président. Ensuite, il y avait des problèmes, des divisions, des divergences entre les deux États, particulièrement sur justement le sort de la force de soutien rapide. Il y avait plusieurs points de divergence sur le sujet et à cause, il y avait des divergences d'intérêts et par la suite, cette situation a évidemment entraîné le Soudan dans une guerre. Il y a des rivalités de pouvoir, mais qui a eu des applications sur la société soudanaise. Et actuellement, on peut parler d'une guerre civile. Mais globalement, cette rivalité du pouvoir, il faut pour mieux saisir justement les enjeux. C'est intéressant justement de voir les origines et globalement, il me semble que l'un des facteurs principaux, c'est la fragilité de l'État soudanais en lui-même.
Déjà bien avant, il y avait la division du Soudan. Le Soudan était le plus grand pays africain avec la séparation de Soudan du Sud. Là, déjà, on est dans un processus de fragmentation du Soudan. Et actuellement, il y avait, en tout cas actuellement, cette rivalité de pouvoir, on ne peut pas la comprendre justement sans comprendre certaines fragilités que connaissent la société et l'État soudanais. Très bien, je viens vers vous, Linda Larbaoui. Pourquoi est-ce que justement la transition au Soudan a attiré tous les projecteurs du monde entier, que ce soit dans le monde arabe, en Afrique et encore plus en Occident, où on a scruté cette transition en tentant de faire beaucoup de pression pour le maintien, par exemple, de Hamdouk au pouvoir. Hamdouk qui a été l'architecte notamment de la normalisation. Il n'y a pas que Hamdouk. Il y a aussi Al-Burhan qui a normalisé. Le problème du Soudan, c'est son armée. L'armée soudanaise, c'est l'extension de l'armée du roi Farouk. Et c'est l'armée soudanaise, quand l'Égypte est passée à la normalisation, parce que souvent on a tendance à oublier que le premier pays qui a normalisé avec Israël, l'entité sioniste, c'est l'Égypte, et c'est l'armée soudanaise qui était à l'origine de former une coalition qui a englobé toutes les républiques et qui compterait la normalisation avec cette entité. Et cette armée qui à l'origine avait armé Gaza en 48, ça aussi on a tendance à l'ignorer ou l'oublier, et est resté dans le collimateur. C'est aujourd'hui quand on a commencé à fragmenter le Soudan, c'est parce que l'armée était ciblée. Il faut fragmenter, il faut diviser, et à partir de ce moment-là, on peut dissoudre cette armée. Ils ont quand même pas réussi à le faire, même s'il y avait Omar al-Bashir pendant 30 ans. Omar al-Bashir avait certaines décisions en main, mais il n'avait pas la décision de normaliser avec l'entité. Que ça soit Doglo ou Al-Burhan, les deux ont normalisé, mais l'armée est restée dans sa conviction à refuser cette normalisation et refuser ce truc qu'on a appelé l'entité sioniste, qu'on a appelé Israël. Donc c'est l'armée qui était ciblée. Une fois qu'on n'a pas pu en finir avec, il fallait pousser Doglo à en finir avec, il fallait l'armée et puis le pousser à en finir avec cette armée pour repartir sur une autre armée qui, elle, allait être fabriquée par les États-Unis et avec l'aide de l'Égypte, bien sûr, et les Émirats arabes qui essayent de pousser les autres pays à normaliser avec Israël. Donc ce volet-là, on a tendance à le mettre de côté, mais il faut le mettre à jour. Le peuple soudanais, qui était le premier à se rebeller quand les Égyptiens ont normalisé, et ils ont poussé justement le monde arabo-musulman à refuser cette normalisation, du moins que ça reste dans les coulisses, c'était une chose, mais que ça soit aussi voyant qu'aujourd'hui, le peuple soudanais, l'armée soudanaise est en train de le payer cher aujourd'hui. Ce n'est pas une guerre civile que nous vivons aujourd'hui au Soudan. C'est une guerre que les États-Unis, avec l'entité sioniste et l'implication des Émirats arabes et de l'Égypte, pour essayer d'en finir avec ce Soudan qui reste égal à lui-même, contre l'entité sioniste et avec le peuple palestinien. On va rester avant de revenir sur le rôle des puissances régionales et des puissances occidentales dans le conflit au Soudan, je reste avec vous, Linda. Sous Omar al-Bashir, il y a eu la coopération de Omar al-Bashir avec la CIA au service de l'entité sioniste et des États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le peuple soudanais a refusé dès lors cet état de fait, est-ce qu'aujourd'hui, et même plus tard, la normalisation des relations entre le Soudan et l'entité sioniste a été refusée par le peuple soudanais? Est-ce qu'on peut parler d'une solidarité mécanique du peuple soudanais vis-à-vis de la Oumma ou de ce qui est appelé la nation arabo-musulmane? Ou est-ce qu'aujourd'hui le peuple soudanais est conscient des enjeux et des visées expansionnistes de l'entité sioniste et de ses alliés dans la région, notamment dans la corne de l'Afrique, pardon?
Mais bien sûr que le peuple soudanais est très conscient des choses. Et ben la mémoire se transmet, elle se transmet de père en fils. L'Égypte et le Soudan étaient tous les deux sous l'autorité du roi Farouk. Donc le premier président égyptien était moitié égyptien, moitié soudanais, c'était Mohamed Najib. Donc les Soudanais ont un certain vécu, ils savent ce qui s'est passé chez eux et ils savent très bien, ils connaissent les enjeux de la mer Rouge, les enjeux de l'entité sioniste, des États-Unis. Le peuple soudanais est conscient, d'ailleurs ils ne se plaignent jamais. Et l'armée soudanaise, c'est une armée populaire, ce n'est pas une armée de... je parle de l'armée, là, je ne parle ni de Burhan, ni l'armée soudanaise, c'est une armée populaire. Et c'est pour ça qu'au détriment de leur vie, ils sont en train de défendre leur pays et ils ne veulent surtout pas que Hamidti Doglo prenne le pouvoir parce qu'ils connaissent la fin. Ils savent très bien que le peuple va vite finir par abdiquer sous la pression internationale. Quand on appelle internationale, bien évidemment, on parle de l'Occident. Avec la conjoncture actuelle qui est très difficile, il y a des conflits militaires partout. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer en mer Rouge? Ça peut se retourner contre l'Égypte, contre les Émirats arabes et bien évidemment contre l'entité sioniste. Ça bouge tellement ces derniers moments. Les Houthis agissent. Il y a aussi Djibouti qui est entré en jeu depuis 2 jours et qui est en train d'armer les Houthis. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle et qui essaye aussi d'aider les Soudanais. Donc, il y a d'autres acteurs qui rentrent en ligne de compte qu'il ne faut pas négliger. Et le Soudan pourra s'en sortir vu que c'est un pays qui est sur le continent africain et l'entité sioniste, même si elle a des relations avec certains pays, dans sa globalité, elle est refusée. Et puis, on a bien vu que quand cette entité avait demandé à devenir un membre observateur au niveau de l'UA, eh ben, ça a été refusé. Donc, ça peut jouer en faveur des Soudanais et tout est en train de basculer depuis 48 heures, en fait, avec l'intervention du porte-parole, du numéro 1 de Hezbollah, Hassan Nasrallah, avec le porte-parole des Houthis. Aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses et les choses sont en train d'évoluer. Donc, ça peut jouer justement en faveur des Soudanais puisqu'ils ont un long rivage sur la mer Rouge. Très bien, merci. Linda, je viens vers vous. Tawfiq El-Hamel, on continue toujours notre marche de l'histoire. Qu'est-ce qui a conduit le peuple soudanais à sortir dans la rue en 2019 ? Alors, en 2019, l'une des raisons principales, c'était le fait que vous avez, pendant des années, des décennies, vous avez Omar el-Bashir qui était un dirigeant qui a gouverné de façon autoritaire, qui a gouverné mais qui n'a pas pu apporter des solutions adaptées aux besoins de la population. Il y avait des problèmes sur le plan économique, elle n'arrive pas à répondre à certains besoins en termes de chômage, de sécurité alimentaire, d'emploi. Il y avait sur le plan politique de la corruption. D'ailleurs, lorsqu'elle a été arrêtée, on a vu toutes les sommes qui ont été retrouvées chez lui. Sa façon de gouverner, il y avait on gouverne par la violence. Si on prend le cas de la force de soutien rapide qui a été créée initialement en 2013, qui à l'époque c'était la suite, ce qu'on appelle Janjaweed. Et à l'époque, elle opérait à Darfour sous l'autorité justement du général Doglo. Et l'un des objectifs justement de sa création, justement, c'était de lutter et de contrecarrer toutes sortes de révoltes ou de contestations contre le pouvoir de Omar el-Bashir. Là, ça donne une idée sur la façon de gouverner. Et globalement, le peuple soudanais avait toutes les raisons justement de demander un changement. Et finalement, cela a abouti en 2019 à chasser Omar el-Bashir du pouvoir. Le problème qui se posait à l'époque, c'était le fait que d'une part, vous avez un dirigeant qui a gouverné pendant des décennies, qui a mis en place des structures qui sont restées quand même assez solides, mais on n'a pas pu mettre en place des structures capables, une alternative à ces structures. Alors, généralement, ça ne concerne pas uniquement le Soudan. Généralement, le problème des transitions démocratiques, le plus souvent, ça se passe généralement, ça prend du temps et parfois, c'est rarement où ça se passe de façon pacifique.
On a des exemples historiques. Si vous prenez le cas des pays de l'Europe orientale, là, même dans ce cas, alors qu'à l'époque, elles avaient tout un soutien des puissances de l'Europe occidentale, des États-Unis, justement pour les accompagner dans ce processus après la chute de l'URSS, et ça prend des années. Dans le cas du Soudan, la situation était beaucoup plus difficile. D'une part, il y avait une transition qui se faisait de façon très très difficile dans un contexte économique très très difficile, et à cela s'ajoute le rôle des puissances extérieures. C'est-à-dire on se retrouve dans une situation au lieu que les puissances extérieures accompagnent les Soudanais dans ce processus de transition démographique et la mise en place d'institutions démocratiques, on se retrouve dans un jeu de puissance où des puissances extérieures, chacune essaye justement de façonner le jeu politique en sa faveur. Alors pourquoi le Soudan? Le Soudan, ça reste quand même, malgré ses faiblesses sur le plan stratégique et géopolitique, le Soudan reste une puissance très très importante. Vous êtes sur le corne de l'Afrique, la mer Noire, la mer d'Oman, c'est le passage vers l'Asie, vers le canal de Panama. Et là, actuellement, avec l'émergence de l'Asie, on se retrouve avec le déplacement du centre du pouvoir vers l'Asie, et la question le passage de la mer Rouge reste un passage très très important pour les jeux de puissance. Vous avez la Chine, vous avez la Russie, vous avez les États-Unis, vous avez les pays de l'Union européenne. Toutes ces puissances déjà sont présentes. Et même les puissances régionales avec l'Éthiopie, on a vu. Vous avez la Turquie, l'Iran. En fait, on est dans un contexte, une puissance. Vous avez un État qui passe une période difficile de transition démographique. Et là, vous avez des puissances qui ont des intérêts géopolitiques. Et chaque puissance essaie justement de façonner le géopolitique pour servir ses intérêts. Cela ne fait que compliquer la tâche des Soudanais, justement, pour mettre en place des institutions démocratiques capables de répondre à leurs besoins. Et actuellement, on se retrouve dans une situation très très difficile avec des acteurs armés, chacun est soutenu par des puissances extérieures, et souvent ce qu'on appelle la théorie de la somme nulle, où chacun perçoit les acquis de l'autre comme une perte, ce qui empêche justement d'arriver à un compromis sur des questions fondamentales pour l'avenir du Soudan. Très bien. Linda, je viens vers vous et on reste toujours sur cette époque où le Soudan était avant sa transition et le mouvement qui a conduit à la chute de Omar al-Béchir. On reste sur Omar al-Béchir justement. Linda, Omar al-Béchir qui a connu le soutien de l'Occident, notamment des États-Unis. Qu'est-ce qui a conduit les États-Unis à lâcher Omar al-Béchir et finalement soutenir son éviction du pouvoir? Les États-Unis, à un certain moment, avec Condoleezza Rice, avaient tout revu, leur politique avec les anciens chefs d'État. Et là, ils avaient décidé de mettre des islamistes un peu partout au pouvoir. On a vu ça au Maroc, on a vu ça en Tunisie, on a vu ça aussi en Libye, même l'Égypte, quand il y a eu Morsi. Et Omar al-Béchir, pareil, il était dans la confrérie des frères musulmans. Mais une fois qu'on a décidé d'en finir avec les frères musulmans au pouvoir, Omar al-Béchir a vu la fin de son temps arriver, la fin de son règne était là. Donc, il a décidé de se rapprocher de la Russie et d'autoriser les Russes à avoir au port Soudan une petite station pour leurs bateaux militaires. Et c'est ça qui a tout déclenché, ça a été plus vite que prévu. Voilà pourquoi on ne l'a pas lâché parce qu'il a donné la station, mais c'est parce qu'on ne voulait plus des frères musulmans un peu partout au pouvoir. C'était un fiasco. Le fiasco a survenu parce que la Syrie a résisté au programme. Donc, Omar al-Béchir, il en a rajouté une, on s'est rapproché de la Syrie. Mais je vais quand même dire une chose, le Soudan n'était pas... avec Omar al-Béchir, il a connu la fin de l'Union soviétique, donc Omar al-Béchir est arrivé à ce moment-là, il est arrivé en 89, 91 c'était la fin de l'Union soviétique, donc 89 c'était déjà la fin. Et Omar al-Béchir a régné tranquillement avec une certaine négociation, ça a créé un équilibre, l'armée est restée
tranquille dans son coin et Omar el-Bashir, il a continué, il était là et il a essayé de gérer. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis se sont appropriés la mer Rouge. Et les États-Unis n'étaient pas dans leur intérêt de laisser le Soudan devenir une puissance régionale, ce n'était pas leur intérêt, parce que ça pouvait nuire justement à l'entité sioniste qui était juste à côté, et ça pouvait nuire aussi à leur allié qui est l'Égypte. Et puis, nous voyons très bien que Sintcom, c'est à Sharm el-Sheikh, mais bien avant la création de Sintcom, les Américains étaient déjà là. Donc, le problème du Soudan n'a rien à voir avec à l'époque, n'avait rien à voir avec des puissances qui essayaient de se battre pour un territoire. Ça, c'est pas vrai. Reste la mer Rouge que les États-Unis se sont appropriés. Et c'est à partir l'axe mer Rouge, mer Méditerranée, donc ça fait jonction mer Rouge, mer Méditerranée, on arrive de l'Atlantique pour aller vers l'Indo-Pacifique, et c'est comme ça que les États-Unis ont régné sur le continent. Et depuis que les Houthis sont en train de les dégager de là, justement, il y a plein de petits conflits qui naissent parce que c'est les États-Unis qui réveillent tout ce monde-là. Et puis, il y a aussi des pays ou des États comme Djibouti. Je vous ai dit, il y a 2 jours, Djibouti, on a appris qu'ils étaient les et il les armait même. Donc, il y a des États qui veulent s'affranchir de puissance qui est nuisible à tout le monde finalement. Est-ce que vous faites référence, Linda, à la base que compte ouvrir la Russie en Méditerranée de Tartous, par exemple, qui remonte directement vers la mer Rouge? Quand les États-Unis ils viennent de leur continent, ils arrivent par Gibraltar. Ils traversent la Méditerranée, mais pour aller au plus vite vers la Chine, vers tout ce qui est Asie, l'extrême Asie, tout ça, ils vont descendre la mer Rouge. Et c'est cet axe qui est le plus important pour les Américains. Il n'y a pas un autre axe. C'est le plus important. Très bien. Et c'est pour ça qu'on remarquera que malheureusement, je vais encore dire une chose, c'est qui a provoqué la guerre au Yémen qui dure depuis 1963. Justement, on va revenir sur ce point et sur comment est-ce que le conflit au Soudan et le conflit au Moyen-Orient sont en train de s'imbriquer avec les autres. Monsieur Toufer Lamel, vous avez parlé d'un point très intéressant, vous avez parlé de la géographie du Soudan. Comment est-ce qu'aujourd'hui la géographie du Soudan est en train d'influer sur l'ensemble de la région, que ce soit la corne de l'Afrique et même jusqu'au Sahel, puisqu'elle a une frontière gigantesque pratiquement avec le Tchad? Effectivement. Alors, quand on prend la géographie du Soudan, du corne de l'Afrique, alors l'un des premiers éléments qui sont importants, c'est que le fait qu'on peut constater à quel point certains États voisins sont fragiles. On peut prendre le cas de la Somalie, on peut prendre le cas même du Soudan du Sud, qui reste, après la séparation de 2011, ça reste quand même très fragile. On regarde dans le cas de la mer Rouge, il y a des problèmes de la piraterie. Pour différentes raisons, on va pas y revenir. Ensuite, quand on regarde ensuite sur la question du pétrole qui reste actuellement, mais actuellement il y a tout un discours sur la transition énergétique, mais ce qui est certain, c'est qu'au cours des 30 prochaines années, le pétrole restera la source d'énergie principale. Ne serait-ce que pour une simple raison qu'actuellement, il y a au moins 6000 produits de consommation quotidienne qui sont importants, qui sont produits à partir du pétrole. Cela signifie à quel point le pétrole reste important. Et le Moyen-Orient reste une région principale, l'une des sources principales du pétrole. Alors tout à l'heure, on a évoqué le canal de Suez reste évidemment un point important, sauf que dans le cadre du canal de Suez, on peut parfois transiter, faire le passage de l'Afrique, même si la distance sera beaucoup plus longue avec 10 ou 14 jours supplémentaires. Ensuite, il y a d'autres passages qui sont très importants. Si vous prenez le canal de détroit d'Ormuz, où transite au moins 30% de l'énergie mondiale. Ensuite, vous avez le détroit de Malacca. Le détroit de Malacca, on est obligé de passer justement par la mer d'Oman.
l'Indo-Pacifique et pour aller vers l'Asie. Et là, on se retrouve dans une situation où l'enjeu devient mondial dans le sens où on intègre la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Ensuite, on peut intégrer les rivalités avec l'Iran. Cela fait que, et dans le cas justement du Soudan, le fait que des puissances étrangères, que ce soit la Russie ou la Chine, même si la Chine, ces dernières années, a publiquement dit que mais il ne s'intéresse pas à une présence étrangère, militaire à l'étranger, mais fondamentalement, il a commencé à changer d'avis et le Soudan peut justement représenter une opportunité parce que là, il s'agit justement de se protéger contre un éventuel embargo. Ce que je veux dire, c'est que le Soudan reste quand même un élément très important pour ce passage stratégique de la Méditerranée jusqu'à l'Asie. Très bien. Merci Théophile Lhem. Quant à vous, très chers téléspectateurs, je vous retrouve dans un court instant, juste après cette page publicitaire. Très chers téléspectateurs, bienvenue dans le plateau de Cap sur l'Afrique qui se penche ce soir sur la situation au Soudan pour tenter d'apporter un éclairage sur les origines de ce conflit qui oppose les forces de soutien rapide aux forces armées soudanaises. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir sur le plateau de Cap sur l'Afrique de Théophile Hamel, chercheur en histoire militaire et études de défense, mais également de Linda Larbaoui qui me rejoint depuis Skype et elle est analyste politique. Lors de cette première partie, on a fait une rétrospective historique. Je reviens vers vous, Linda, pour revenir un peu à l'actualité. Est-ce que finalement, vous pouvez nous expliquer à la lumière de ce qui a été dit autour de ce plateau et autour de cette question, qu'est-ce qui s'est passé réellement le 15 avril 2023 quand on parle aujourd'hui de rivalité politique entre le général Daglo, dit Hamiti, à la tête des forces de soutien rapide et de l'armée soudanaise avec laquelle est à la tête le général Al-Burhan, qui est également le président du Conseil de transition soudanaise. Est-ce que finalement, ce n'est pas réduire ce conflit? Est-ce qu'il y a plus loin que ça? Qu'est-ce qui se passe au Soudan? J'avais vu ce conflit arriver un mois avant que ça n'arrive, j'en avais parlé. Et on va revenir au sommet États-Unis-Afrique. Tout le monde était au sommet et le ministre de l'antitétionniste, le ministre de la Défense de l'antitétionniste était au Pentagone. Et c'est à partir de ce moment-là que le sort du Soudan a été scellé. Voilà. Sisi qui ressort de là et il fait une conférence de presse et qui dit eh ben voilà, on m'a confié la gestion de la mer Rouge. Et c'est M. Biden qui lui a confié la gestion de la mer Rouge, comme si la mer Rouge appartenait à la famille Biden. Et de ce que j'avais compris justement, c'était de dominer la mer Rouge à partir de la Somalie, donc tenir la Somalie, tenir aussi le rivage, tout le long du rivage soudanais et aller plus haut. Et l'armée soudanaise s'est opposée à ça. Il y a eu des réponses. Il y a eu la réponse, j'avais écouté le chef des services secrets soudanais qui avait répondu sur 5-6 minutes à une télévision soudanaise et le conflit a éclaté juste après. Donc il y a un travail qui était en train de se faire contre le Soudan et ce que j'ai expliqué au départ, la conviction de l'armée soudanaise, c'est ne pas reconnaître cet antitétionniste. Il faut encore revenir à cette époque-là, nous étions avant le 7 octobre de 2023. Donc la guerre qui se passe à Gaza n'était pas encore arrivée et c'est ça qui va peut-être changer la donne, c'est ce qui est en train de changer ce qui est en train de se passer à Gaza qui va changer la donne pour les Soudanais. Donc il y a une implication des Émirats arabes, certes, mais les Émirats arabes ne sont pas arrivés tout seuls. Les Émirats arabes, à chaque fois qu'ils sont dans un conflit sur le continent africain, et ben bizarrement, il y a l'Égypte avec. Et ben l'Égypte les appelle pour des investissements. L'Égypte investit, les Émirats arabes investissent. Mais ce qui est bizarre aussi, c'est que
que peut-être un mois avant ce conflit armé, c'est l'Arabie Saoudite qui s'était rapprochée du Soudan, mais la diplomatie saoudienne s'était rapprochée toute seule. Il n'y avait pas d'intermédiaire, il n'y avait pas d'Égypte derrière. Et puis, juste après l'éclatement du conflit, donc il y a la presse russe qui nous apprend que la presse russe et il y a la presse libanaise aussi qui nous apprend que les Émirats arabes ont transféré 22 tonnes d'or aux Émirats arabes qui ont été remis par Doglo, et le groupe Wagner s'était approprié aussi 53 tonnes d'or qui proviennent du Soudan. Donc le problème du Soudan est réellement profond, comme l'a dit votre invité. Il y a le problème de la richesse de ce pays, toutes ces mines d'or. Il y a aussi les terres arrosées du Soudan. En 1936, c'est le Soudan qui a sorti le monde de la famine. Il a sauvé le monde de la famine suite à la crise de 1929. Donc les choses se sont accélérées et c'est grâce au Soudan si on n'est pas mort de faim en Europe. Il y a 150 millions de têtes de bétail au Soudan. Il y a plein de petites choses comme ça, mais à la fin, ça fait beaucoup pour un petit pays qui est très, très mal entouré. Malheureusement, le Soudan n'a pas des bons voisins. On va revenir sur la question du voisinage du Soudan. Faible comme le Tchad, il y avait l'Éthiopie. Linda, je vous disais, on va revenir dans un petit instant sur le rôle des puissances régionales, notamment le rôle du Tchad, de l'Égypte ou encore des Émirats arabes unis. Comment ils composent avec le rôle des puissances qui sont parfois en contradiction, notamment avec l'Égypte et les États-Unis. Je viens vers vous, Monsieur Toufiq El-Hamel, et on va parler un peu de la situation humanitaire. On parle de plus de 10 millions de déplacés. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut pointer du doigt l'impuissance du Conseil de sécurité, comme on l'a pointé du doigt en ce qui concerne le génocide à Gaza ? Effectivement, alors si on prend dans le cadre du Soudan particulièrement, si on prend les derniers chiffres de l'ONU, qui estiment que vous avez presque 25 millions de Soudanais 20 millions de Soudanais sur les 45 millions ont besoin d'aide humanitaire pour survivre. Cela montre à quel point la situation humanitaire, évidemment, est très très grave pour les Soudanais. Ensuite, on peut voir les choses beaucoup plus larges dans le domaine de l'agriculture. Par exemple, vous avez 40% des Soudanais dépendent de l'agriculture. L'agriculture représente presque un tiers du PIB. Et on peut voir actuellement avec ce qui arrive avec la sécheresse, cela ne fera qu'affecter justement la situation des Soudanais. Ça veut dire que cela ne fait qu'aggraver le problème qui se rajoute à la violence. Cela montre à quel point les besoins humanitaires restent très très importants et un risque que ces besoins vont s'aggraver et vont toucher une population beaucoup plus large dans les années à venir. Ensuite, dans quelle mesure les institutions internationales, particulièrement l'ONU, apportent des réponses? Évidemment, les réponses qui sont apportées, que ce soit dans le cas du Soudan ou dans d'autres conflits, ça reste évidemment, en fait, il n'y a même pas de réponse à la hauteur des enjeux et un risque que la situation va s'aggraver dans les années à venir sans que les puissances arrivent à se mettre d'accord. En fait, globalement, pour tout le problème. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le réel politique, finalement, dépasse de loin les avis des agences onusiennes? Je rappelle que l'OIM a tiré la sonnette d'alarme concernant les déplacés et les réfugiés. L'OCHA n'arrête pas aussi de tirer la sonnette d'alarme. Il y a d'autres agences. L'OMS aussi tire la sonnette d'alarme. Et même l'UNICEF qui affirme que les enfants de moins de 12 ans et de moins de 5 ans devront faire face dans les prochains jours à des famines aiguës dans plusieurs villes du Soudan. Effectivement. Et on peut dire qu'actuellement, les institutions internationales sont dans l'impasse. Alors, pendant des années, on dit qu'on a refusé de réformer pour une question d'efficacité. Et on a sacrifié la représentativité, le fait que l'Afrique, par exemple, n'est pas représentative. Elle n'a pas été représentée au nom de l'efficacité. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des institutions, le Conseil de sécurité, elle n'est ni représentative, ni efficace.
Et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose? On ne propose rien. Ça veut dire que même lorsque la situation devient insoutenable et vous avez des organisations internationales, des médias qui mettent en avant justement toutes les conséquences sur le plan humanitaire, on reste les mains croisées et souvent il n'y a pas. Ce que je veux dire, c'est que ça reste. Malheureusement, il y a un risque que sa situation va durer sans apporter des solutions à ce problème parce qu'il y a une impasse et les facteurs sont structurels. Et on va se retrouver avec toujours la population civile souvent qui paye le prix et la violence va continuer. Je rappelle que la semaine dernière, Alger a accueilli la 11e réunion du comité du CIDIS justement pour la réforme du Conseil de sécurité et l'Afrique qui demande 2 sièges, notamment un droit de veto au sein de l'organisation onusienne. Par ailleurs, il y a eu un autre point qui est important à mon sens dans la situation humanitaire. Aujourd'hui, les institutions internationales tirent la sonnette d'alarme concernant le siège d'El Fasher, notamment la Grande-Bretagne qui a proposé un projet de résolution pour l'arrêt du siège d'El Fasher et appelant à un cessez-le-feu immédiat au Soudan. Il y a aussi les exactions ou les conflits ou les bombardements ou l'intensité des bombardements qu'il y a eu dans le Darfour. Pourquoi est-ce que ces 2 régions aujourd'hui inquiètent tant la communauté internationale? Pour une seule raison, parce que ce sont des régions qui sont très très importantes. Après, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la Grande-Bretagne qui appelle à mettre fin à la violence dans le Soudan, mais on ne dit rien sur Israël. Et ça, c'est ça. Et le 2 poids, 2 mesures avec lequel fonctionnent les puissances occidentales. Malheureusement, et justement, l'une des raisons pour lesquelles on se retrouve dans cette situation, ça veut dire que les grandes puissances actuellement sont complices. Elles sont autant responsables, autant complices de certaines situations auxquelles nous devons faire face actuellement. Alors pourquoi c'est important? Comme j'avais dit tout à l'heure, ça reste une région très très importante. C'est la source du pétrole. Selon certaines études très 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 intéressantes, profondes, qui estiment que d'ici 2050, la principale région source du pétrole, ça reste le Moyen-Orient. Vous avez presque 8 sur 10 gisements les plus importants dans le monde, on les trouve dans la région du Moyen-Orient. Si vous prenez ce qu'on appelle les routes maritimes les plus importantes, vers l'Asie, on passe toujours par la mer Rouge, vers l'Indo-Pacifique, le détroit d'Ormuz, canal de Malacca. Ça reste très très important. Ça veut dire que toute sorte de déstabilisation de cette partie aura un impact sur le commerce mondial. Ça veut dire que cela va avoir un impact sur l'économie mondiale, sur l'économie de l'Europe, sur l'économie de la Grande-Bretagne, des États-Unis, d'où le besoin justement d'essayer d'établir des mécanismes de contrôle sur cette région. Il me semble que l'un des enjeux les plus importants justement, c'est comment contrôler mieux cette région. Et c'est ce qui se passe actuellement, que ce soit dans le cadre du Soudan. Il suffit juste de voir même dans le cadre du Gaza, un petit territoire, et quand on regarde les dirigeants américains, ils disaient qu'il ne faut pas que l'avenir du Gaza sera déterminant de l'avenir du Moyen-Orient, pour voir à quel point la question du contrôle reste très très importante. Très bien, je viens vers vous, Linda Larba. Oui, vous avez commencé à en parler justement aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut qualifier le rôle des puissances régionales? Je parle notamment des pays comme la Centrafrique ou encore le Golfe de Guinée, même le Tchad, la Libye. Quels sont aujourd'hui les rôles de toutes ces puissances régionales dans le conflit que subit actuellement le Soudan? Si on parle de la Libye est en guerre, donc ce n'est pas une puissance. Tout ce qu'il y a autour du Soudan ne sont pas des puissances. En Afrique, malheureusement, il n'y a pas de puissance. Les 2 seules puissances qui existent actuellement et qui sont un petit peu souverains de leurs décisions, nous avons 2 pays, il y a l'Algérie et l'Afrique du Sud, c'est tout. Tout le reste, soit c'est des pays très très faibles, soit c'est des pays vassaux, malheureusement, qui sont pas libres de leurs décisions. Donc, toute décision qui est prise par certains pays, ça va être au détriment même de leurs propres intérêts. Par rapport au Soudan, qu'est-ce qu'il y a comme... Le Tchad a été longtemps aussi, il a été longtemps dominé par un monsieur qui était mis par les Français. Il ne faut pas oublier que
Idriss Déby n'était pas souverain non plus. Il n'a même pas pu partir à la retraite. Quand la France a décidé qu'il reste, eh ben, il est resté et il est mort en activité. Je dis bien en activité parce que c'était un employé. Si on prend le cas de l'Égypte, pareil. L'Égypte, il n'y a aucune souveraineté. Quand on a une base qui s'appelle le CINTCOM, qui vole de là, les avions partent de là pour aller bombarder des soi-disant frères, il n'y a aucune souveraineté. Dans le malheur libyen, déjà, les Français partaient aussi de Marsa Matruh. Ça aussi, on oublie de le signaler parfois parce que on veut pas dire que l'Égypte n'est pas une puissance. En Afrique, il n'y a pas de puissance. Et la puissance que nous sommes en train de vivre en Afrique aujourd'hui, c'est qu'il y a des pays qui commencent à se former en bloc, comme les pays de la AES, et puis il y a des pays qui sont en train de se grouper aussi pour dire non à cet impérialisme. Et c'est ça qui donnera certainement une certaine puissance au Soudan. L'Afrique du Sud mettra le nez là-dedans. L'Algérie a déjà mis le nez dans cette histoire. L'Afrique est en train de se transformer, il y a une métamorphose qui est en train de se passer, les peuples sont en train de se réveiller, ils sont en train de râler, donc il y a des choses qui vont changer. Et moi, à mon avis, il faut quand même que l'Union africaine joue un rôle. Pourquoi les Occidentaux savent sanctionner et nous, on ne sait pas sanctionner? Pourquoi on ne sanctionnerait pas un pays africain qui travaille contre un autre pays africain? Eh bien, si les Égyptiens nous ramènent et puis les Marocains nous ramènent quelque chose qui s'appelle les Émirats arabes pour qu'ils nous ramènent des mercenaires sur les continents, eh bien, il faut sanctionner, il faut passer à une autre politique aujourd'hui et c'est l'occasion où tout le monde est en train de se lever contre cet impérialisme qui ne laisse personne tranquille. Jamais le monde n'a connu autant de violence qu'aujourd'hui et jamais le monde n'a été plus proche d'une véritable guerre mondiale comme aujourd'hui. Les deux premières guerres, c'était des guerres européennes et ils avaient tellement honte de leur passé qu'ils ont voulu impliquer les autres peuples dedans. Donc aujourd'hui, c'est aux Africains d'en finir avec les pays vassaux et avec aussi cet impérialisme sioniste international. Linda, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire finalement que l'Égypte et les Émirats arabes unis sont sur la même longueur d'onde concernant le conflit au Soudan, quand on sait par exemple que les Égyptiens se sont fait damner le lion par les Émiratis notamment, ou par les forces de soutien rapide, concernant la sécurisation des pétroliers saoudiens et émiratis dans le Moyen-Orient? L'Égypte est un vieux pays. Les Émirats arabes, c'est un pays récent. Il a été créé avec le plan Rogers. Et c'est les pays qui ont été créés avec le plan Rogers, on les appelle des pays de soutien, parce qu'on avait besoin de plus de voix aux Nations Unies, parce qu'on avait besoin entre un grand pays et un autre grand pays de planter une petite entité. C'est ce que sont les Émirats arabes, malheureusement. Mais l'Égypte pharaonique, bien avant les pharaons, c'est quand même très ancien. Mais il y a l'Égypte qui, c'est à partir de Mohamed Ali Bacha que l'armée égyptienne a été créée. Et il y a eu des études très sérieuses justement de la part d'Égyptiens concernant cette armée qui est devenue sioniste. Même si ça ne plaît pas à certains que je dise ça, mais à eux de me prouver le contraire. Moi, ce que je vois, c'est que Gaza est fermé et c'est l'Égypte qui ferme. Donc, depuis Mohamed Ali Bacha,
qui a travaillé aussi avec les Français pour faire tomber la régence d'Alger. Pendant une quinzaine d'années, il avait manigancé avec les Français jusqu'à la chute de la régence d'Alger. Donc cet esprit est toujours présent. Et l'esprit du roi Farouk et l'esprit un peu libéral et qui voulait s'affranchir de ces puissances étrangères, eh ben, on le retrouve dans l'armée soudanaise. C'est tous ceux qui étaient dans l'armée égyptienne, eh ben, on rejoint le côté soudanais quand les deux pays se sont séparés. Donc, on ne peut pas comparer les deux pays, mais dire qu'ils travaillent pour le même patron, oui, ils travaillent tous les deux pour les États-Unis. Et sans les États-Unis, ils ne feraient rien du tout, ils ne bougeraient pas. Les États-Unis ont toujours été dans l'incapacité d'affronter un pays et ils l'ont fait une seule fois au Vietnam, ils l'ont payé très cher et ils ne sont pas prêts à le refaire. On a bien vu en Afghanistan, ils n'étaient pas seuls, en Irak, ils n'étaient pas seuls, en Libye, ils ont poussé la France et l'Angleterre, en Syrie, pareil. Les États-Unis vont créer un problème et depuis Kissinger, ils sont allés dans une politique de créer un conflit, ne pas le régler, mais plutôt le contenir. Et quand on arrive à le contenir, il faut tenir les ficelles. Et c'est comme ça qu'on peut jouer et on peut passer d'un accord à un autre et on peut en discuter, on peut mettre en statu quo. Et c'est leur politique depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui. On le voit bien au Soudan, ils ont mis Omar al-Bashir, ils n'ont jamais rien réglé, ils ont fait traîner les choses jusqu'au jour où ils n'avaient plus besoin de lui. Ils l'ont fait avec tous ces chefs d'État arabes, ils l'ont fait aussi un peu partout, avec Milosevic aussi, qui était leur homme, en Yougoslavie. Donc les États-Unis ont cette politique de créer un conflit et de ne pas le régler. Très bien, je viens vers vous, Toufiq El-Hamel. On a parlé de l'importance de l'or au Soudan, on a parlé de l'importance du pétrole. Il y a un autre point qui est très important, qui sera une des questions centrales des années à venir, l'eau, avec notamment le barrage de la Renaissance et la confluence du Nil blanc et du Nil bleu. Quel va être le rôle du Soudan? Est-ce que ce barrage de la Renaissance va être un point central du conflit, ou est-ce qu'il est déjà? Déjà, la question de l'eau devient de plus en plus un élément très très important. Comme je l'avais dit tout à l'heure, qu'il suffit juste de voir dans le cas du Soudan, le fait que vous avez 40% de la population est agricole. Ça veut dire qu'elle arrive à subvenir à ses besoins grâce à l'agriculture et vous avez l'agriculture qui participe un tiers du PIB. Ça veut dire que l'agriculture est un axe central du développement économique avec la sécheresse des dernières années, ou ce qu'appellent les spécialistes le réchauffement climatique. Il y a même des études qui sont très très importantes, en fait, qui ont travaillé un peu sur le Sahel de manière générale, qui estiment que c'est la situation dure. Il y a de fortes possibilités que le changement climatique peut entraîner le déplacement d'au moins 200 millions d'habitants d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire qu'ils vont se déplacer vers des régions où il y a plus d'eau, où les conditions de vie sont beaucoup plus importantes. Ça veut dire que ça va avoir des implications très très importantes sur des pays voisins. Ça peut créer parfois l'immigration, peut entraîner des tensions. Cela montre à quel point. Dans le cas du Soudan, pour l'instant, vous avez le fleuve du Nil qui est un élément qui est très très important pour l'Égypte et pour le Soudan. Sauf que quand on regarde actuellement l'Éthiopie qui est en train de construire des barrages, cela va nécessairement avoir des conséquences sur le Liban, plutôt sur le Soudan et sur l'Égypte. Déjà, quand on regarde les relations avec l'Égypte qui commencent à connaître des tensions. Alors pour l'instant, on essaie toujours de régler ces problèmes de façon diplomatique, mais vu la situation, ça va être un peu difficile vu l'entêtement ou la position des uns et des autres et un refus d'arriver à un compromis. Cela signifie que globalement, il y a de fortes possibilités que cela va entraîner des tensions avec les pays voisins, particulièrement l'Éthiopie. Dans le cas du Soudan, malheureusement, on se retrouve globalement avec un État qui est beaucoup affaibli par sa situation intérieure, avec l'armée qui est divisée entre deux entités qui s'entretuent. Ensuite, cela ne fait que appeler d'autres puissances extérieures et d'autres organisations comme Wagner ou comme d'autres États qui interviennent
Ça veut dire que globalement, ne feront que justement aggraver les tensions. Et sur le fond, ça veut dire que globalement, peut-être la question de la gestion de l'eau au Soudan va être réglée sans la participation des Soudanais. Peut-être un jour que l'Égypte pourra imposer son point de vue, au moins va chercher une solution qui lui soit favorable. Mais vu la situation actuelle du Soudan, il y a de fortes possibilités que cette question va être résolue sans la participation et l'implication des Soudanais qui sont déjà impliqués dans un conflit. Il n'y a pas de solution en vue actuellement, particulièrement parce que les acteurs qui sont impliqués ne veulent pas que ce conflit soit résolu. Très bien, merci. Monsieur Toufiq El Hamel, Linda, un dernier mot et vous avez 30 secondes. Eh bien, Monsieur Sisi a touché 16 milliards de dollars par l'Éthiopie et il a vendu sa part d'eau. Je vous donne cette information si vous ne l'avez pas. Donc l'Égypte ne peut plus rien réclamer à l'Éthiopie. Très bien, merci Linda pour cette information de dernière minute. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.